il y a 2 mois. 2 mois seulement. L'hôtel le plus célèbre du monde affiché complet. 94% de taux d'occupation. Des files d'attente devant le Burj Khalifa dès le matin. Des yachts privés qui se croisaient sur la marina toutes les 5 minutes. Dubaï, c'était sans discussion possible la destination numéro 1 de la planète. Aujourd'hui, les mêmes hôtels de Palm Jumeirah et de Downtown Dubaï, ils tournent à moins de 20% d'occupation. Moins de 20%. Vous imaginez des couloirs vides dans des palaces 5 étoiles qui coûtent parfois 800 € la nuit. Des boutiques de luxe qui ouvrent le matin sans un seul client. Des bassines à débordement à perte de vue et personne dedans. Et les hôteliers, pour la première fois depuis des années, qui acceptent de brader leurs tarifs de 40% plutôt que de regarder leurs chambres rester vides. Comment c'est possible ? Comment une ville qui venait d'enregistrer sa 3e année record d'affilée a pu se retrouver en chute libre en quelques semaines? Et surtout, c'est temporaire ou est-ce que Dubaï vient de perdre quelque chose qu'elle récupérera peut-être jamais? Ce que vous allez découvrir dans cette vidéo, c'est pas un simple ralentissement. C'est l'histoire d'une ville construite sur un rêve que le reste du monde a décidé du jour au lendemain d'arrêter de croire. Pour comprendre l'ampleur de ce qui se passe, faut d'abord comprendre jusqu'où Dubaï était monté. En 2023, l'émirat accueille 17 150 000 visiteurs internationaux, un record. Les professionnels du tourisme mondial se regardent en hochant la tête, personne s'attendait à ça si vite après la pandémie. Mais Dubaï, elle avait fait quelque chose que peu de villes ont réussi, transformer le Covid en tremplin. Pendant que l'Europe fermait ses frontières, Dubaï restait ouverte. Et les voyageurs haut de gamme qui cherchaient un endroit pour respirer ont convergé en masse vers le Golfe. En 2024, le chiffre passe à 18 720 000 visiteurs, 9% de hausse. L'Europe occidentale reste le premier marché, 20% des arrivées totales, avec 14,8% de progression. Les taux d'occupation hôtelière grimpent à 78,2%. Le département d'économie et de tourisme de Dubaï, le DET, parle d'une nouvelle ère dorée. Et puis 2025 confirme tout ça. 19 590 000 visiteurs, 5% de plus. 3e record consécutif. En décembre 2025, Dubaï accueille plus de 2 millions de touristes en un seul mois, une première dans son histoire. La nuit du réveillon, 94,1% d'occupation, un niveau qu'on n'avait pas vu depuis 20 ans. L'Europe, le Royaume-Uni, les États-Unis, tous en hausse. Les hôtels de luxe, ils se permettaient même plus de réduire leurs prix en basse saison. Dubaï, c'était plus une destination parmi d'autres, c'était devenu le symbole mondial du voyage aspirationnel. Et c'est exactement pour ça que ce qui s'est passé ensuite est aussi brutal. Parce que plus on monte haut, plus la chute se voit de loin. Mais avant l'effondrement, il y avait déjà des fissures, discrètes, presque invisibles dans les chiffres officiels, mais réelles. Dès le début de l'année 2025, une tendance inquiétante commence à se dessiner dans certains segments hôteliers. Les établissements de luxe, ceux qui avaient connu une hausse d'occupation de 3% en 2024, voient leur tarif moyen journalier baisser de presque 2%. En clair, ils remplissent plus de chambres, mais à des prix plus bas. Les clients commencent à comparer, à négocier, à hésiter. Et pendant ce temps, quelque chose de beaucoup plus dangereux se prépare à quelques centaines de kilomètres de là. L'Arabie Saoudite, depuis des années, dépense des sommes hallucinantes pour transformer son image touristique. Vision 2030, c'est le nom du programme. Les chiffres donnent le vertige, plus de 800 milliards de dollars d'investissement engagés dans le tourisme. Neom, une ville entière construite ex nihilo sur la côte de la mer Rouge, avec une ligne urbaine baptisée The Line, 170 km, entièrement alimentée par énergie renouvelable. Le Red Sea Project, des îles Vierges, des plages immaculées, 8000 chambres d'hôtel dans 50 établissements de luxe. Et un resort de ski en montagne pour ceux qui voulaient plus aller en Suisse. Et surtout, un budget marketing national multiplié par 3,4 depuis 2022, ciblant exactement les mêmes voyageurs aisés que ceux qui remplissaient les hôtels de Dubaï depuis 10 ans. De l'autre côté, les touristes occidentaux commencent doucement à changer de discours. Sur Reddit, sur des forums de voyage, dans les commentaires YouTube, un mot revient de plus en plus souvent pour décrire Dubaï, un mot redoutable pour n'importe quelle destination. Artificiel. Des threads entiers, Dubaï ça valait vraiment le coup, où la majorité des réponses déconseillent de plus en plus le voyage. Des influenceurs de voyage avec des millions d'abonnés qui commencent à nuancer leur discours. Et puis soudainement, une nouvelle tendance dans les hôtels, les frais cachés. Des suppléments pour la piscine, des frais de resort obligatoires, des services autrefois inclus dans le tarif, désormais facturés en plus. Et là, c'est le ministère de l'économie des Émirats lui-même qui doit lancer une opération coup de poing. Plus de 500 violations constatées dans les seules premières semaines de 2026. Tout ça, c'était le terreau.
La fragilité invisible sous le vernis d'or. Et puis, en quelques jours, tout a explosé. Fin février 2026. La situation géopolitique au Moyen-Orient bascule. Les tensions entre les États-Unis, Israël et l'Iran, elles couvaient depuis des mois, atteignent un point de rupture. Des frappes militaires sont échangées, des espaces aériens ferment en cascade à travers tout le Golfe, et là, l'aéroport international de Dubaï, le plus fréquenté du monde pour le trafic international, se retrouve au cœur du chaos. Pour comprendre ce qui se passe ensuite, faut réaliser une chose. Dubaï, c'est pas juste une destination touristique, c'est un hub, un carrefour mondial. Des milliers de vols en correspondance transitent chaque jour par son aéroport, reliant l'Europe, l'Afrique, l'Asie et les Amériques. Quand l'espace aérien du Golfe devient incertain, c'est pas seulement Dubaï qui est touché, c'est l'ensemble du trafic aérien mondial qui doit se réorganiser. Et en quelques heures, les annulations se mettent à pleuvoir. Emirates Airlines, Etihad, British Airways, Lufthansa, Air France, des centaines de vols supprimés, retardés, détournés. Les temps de trajet pour contourner la zone de conflit bondissent de 2 à 3 heures supplémentaires. Les prix des billets disponibles s'envolent et la question que des millions de voyageurs commencent à se poser sur leurs applis de réservation, c'est simple, est-ce raisonnable de se rendre dans une région qui est à quelques centaines de kilomètres d'un conflit armé actif? La réponse pour la majorité d'entre eux, c'est non. Pas parce que Dubaï est dangereuse, pas parce que les Émirats sont en guerre, mais parce que la psychologie du risque, ça fonctionne pas à la logique pure. Les gouvernements occidentaux émettent des avis aux voyageurs pour l'ensemble de la région Moyen-Orient. Et quand un gouvernement dit « soyez vigilants », les familles en vacances préfèrent écouter. Les résultats arrivent presque immédiatement. En mars 2026, les réservations d'hôtels à Dubaï sont divisées par 2 par rapport à février. Les deux, de moitié, en un seul mois. Les réservations de vol, elles chutent de 80%. Le Conseil mondial du voyage et du tourisme, le WTTC, publie une estimation qui glace le sang. Le conflit coûte à l'industrie touristique du Moyen-Orient au moins 600 millions de dollars par jour en dépenses de visiteurs internationaux perdus. 600 millions de dollars par jour. À Palm Jumeirah, une des zones les plus luxueuses du monde, les hôtels 5 étoiles voient leur taux d'occupation s'effondrer à moins de 20%. Des établissements qui tournaient à 85% il y a seulement 3 mois. Des hôteliers qui, pour la première fois depuis le Covid, se retrouvent à proposer des forfaits staycation à tarif réduit aux résidents des Émirats, juste pour avoir quelqu'un dans les couloirs. Et le tourisme pour Dubaï, c'est pas une activité parmi d'autres, c'est la colonne vertébrale de l'économie. 12,2% du PIB en contribution directe, 21% si on intègre les effets indirects sur l'immobilier, le commerce et la restauration. Quand les touristes disparaissent, c'est pas seulement les hôtels qui souffrent, c'est une chaîne entière de valeurs qui se grippe. Les opérateurs touristiques, comme TUI, commencent à suspendre ou réduire leurs offres. Des projets hôteliers en cours se mettent en pause. Certains investisseurs qui avaient des engagements dans de nouveaux complexes de luxe commencent à poser des questions auxquelles personne n'a encore de réponse satisfaisante. Mais voilà ce que la plupart des analyses disent pas. Ce qui se passe à Dubaï en mars 2026, c'est l'intersection parfaite de 3 crises simultanées que personne n'avait anticipées à cette échelle. Une crise géopolitique qui coupe les flux aériens, une crise de valeur perçue qui érode la fidélité des voyageurs haut de gamme depuis plusieurs mois. Et une crise concurrentielle structurelle, l'Arabie Saoudite, avec ses moyens quasi illimités, qui aspire silencieusement les mêmes clientèles. 3 crises en même temps, et Dubaï se retrouve à devoir les affronter toutes les 3 sans filet. Des professionnels du secteur qui acceptent de parler sous couvert d'anonymat décrivent une atmosphère de panique feutrée dans les cercles hôteliers, des réunions de crise, des repositionnements tarifaires d'urgence et une question qui revient en boucle dans les boardrooms du Golfe. On est en train de vivre une crise temporaire où le monde vient de décider de regarder Dubaï différemment, définitivement. Parce que si c'est la deuxième option, les conséquences dépassent largement les taux d'occupation. L'infrastructure hôtelière de Dubaï, des dizaines de milliards d'investissements réalisés depuis 2018, elle a été bâtie sur une projection de croissance continue à 9% par an. Si cette croissance revient plus, certains économistes commencent à employer un mot redouté dans le monde de l'investissement, active stranded. Des actifs qui pourront jamais générer les retours escomptés dans des conditions de marché qui ont changé. Et ça, c'est un problème que ni les campagnes marketing, ni les baisses de prix peuvent résoudre à eux seuls.
Voilà la vérité que Dubaï a pas vu venir, ou peut-être qu'elle a refusé de voir. Pendant une décennie, la ville a construit son modèle touristique sur une promesse unique, l'hyperluxe sans friction. Venez, dépensez, émerveillez-vous. Dubaï, elle a pas de culture millénaire à vendre, pas de paysages naturels spectaculaires, pas de gastronomie locale mondialement connue. Ce qu'elle vend, c'est l'excès maîtrisé, le panier artificiel, la piste de ski en plein désert, l'hôtel en forme de voile. Tout ce qui est le plus grand, le plus haut, le plus cher. Et pendant longtemps, ça a marché, brillamment. Mais les données montrent que les préférences des voyageurs occidentaux aisés se déplacent depuis plusieurs années. Une étude KPMG sur le tourisme aux Émirats révèle que 94% des visiteurs se disaient satisfaits de leur séjour hôtelier en 2025. 80% déclaraient vouloir revenir. Des chiffres de ouf en apparence, mais dans les recherches Google, dans les discussions sur les forums de voyage, dans les conversations des agences de luxe, une question émerge sans arrêt. Qu'est-ce que Dubaï offre que je peux pas avoir ailleurs, à moindre coût et avec moins d'inquiétude géopolitique? L'Arabie Saoudite, elle a compris cette faille avant tout le monde. Le Red Sea Project, c'est pas juste un nouveau complexe touristique, c'est une réponse directe et calculée à tout ce qui manque à Dubaï. Des îles vierges, pas des îles créées de toutes pièces, des récifs coralliens protégés, un engagement de 40% d'amélioration de la biodiversité. Une promesse d'authenticité que Dubaï, avec ses gratte-ciel de verre et ses fontaines dansantes, peut tout simplement pas tenir. Et derrière tout ça, une capacité d'investissement que même les Émirats peuvent pas égaler. 800 milliards engagés, un budget touristique national multiplié par 3,4. Une stratégie qui cible explicitement les voyageurs haut de gamme européens et américains qui formaient depuis 10 ans l'épine dorsale du tourisme dubaïote. Mais il y a encore plus révélateur, tenez-vous bien. Des agences de voyage de luxe dans les capitales européennes décrivent une transformation qui s'est accélérée en 2025 et surtout en 2026. Leurs clients les plus aisés, ceux qui dépensent entre 15 000 et 50 000 euros par vacances, ils mentionnent plus spontanément Dubaï dans leur liste de destinations de rêve. Pas parce qu'ils détestent Dubaï, mais parce qu'elle a glissé dans leur imaginaire de « je veux absolument y aller » à « je l'ai déjà faite ». Et dans l'industrie du tourisme de luxe, quand une destination perd ce statut aspirationnel, le chemin du retour est le plus difficile qui soit. Dubaï, elle n'est pas sans ressources, loin de là. L'Émirat a déjà traversé des crises d'une ampleur comparable. En 2008, quand la crise financière mondiale stoppe net les projets immobiliers du Golfe, les analystes annoncent la fin du miracle dubaïote. En 2020, le Covid met le tourisme mondial à genoux et Dubaï rebondit plus vite que n'importe quelle autre grande destination en rouvrant ses portes dès l'été 2020. La résilience des Émirats, c'est réel et c'est documenté. Le gouvernement a déjà réagi. Les hôtels adoptent une stratégie de reassurance marketing, communiquer sur la sécurité, sur la stabilité des Émirats, sur leur distance opérationnelle par rapport au conflit. Le DET maintient le cap sur ses objectifs à long terme, 40 millions de visiteurs annuels d'ici 2031, dans le cadre du programme Dubai Economic Agenda D33, qui vise à doubler le PIB de l'Émirat en 10 ans. Des paquets touristiques sur mesure sont proposés aux résidents de la région. Et des accords commerciaux sont en négociation pour développer l'attractivité sur les marchés asiatiques, notamment la Chine, qui avait affiché une hausse de 7% même dans la période où les chiffres occidentaux chutaient. Mais les économistes pointent une limite structurelle à ce raisonnement. Un visiteur chinois dépense en moyenne 22% de moins par jour qu'un visiteur occidental haut de gamme. Pour maintenir ses revenus touristiques dans un scénario où les occidentaux se font rares, Dubaï devrait attirer des volumes beaucoup plus important de visiteurs asiatiques, ce qui implique une transformation profonde de son offre, moins de positioning ultra luxe, plus d'accessibilité, un repositionnement qui prendrait des années et qui risquerait d'éloigner exactement les voyageurs premium qui reviendraient une fois la crise passée. C'est le dilemme classique du turnaround touristique. Pour survivre à court terme, on prend des décisions qui fragilisent le modèle à long terme. Et pendant que Dubaï cherche ses marques, le royaume voisin continue d'avancer. L'Arabie Saoudite, qui a déjà dépassé son objectif initial de 100 millions de visiteurs annuels avant terme, ralentit pas. Le Red Sea Project met en service de nouveaux hôtels chaque trimestre. Neom, malgré les controverses sur les droits humains et les questions de viabilité économique, la rentabilité du projet n'est pas attendue avant 2040, continue d'occuper l'imaginaire mondial avec une com marketing agressive. Et la vraie question, celle que personne dans les médias financiers ose vraiment poser, c'est celle-ci. Est-ce que l'Arabie Saoudite est en train de récupérer définitivement des parts de marché que Dubaï avait construites sur 20 ans de travail? Voilà ce qui est fascinant dans cette histoire, et troublant. Dubaï, elle n'a pas commis d'erreur fatale, elle a pas mal géré son économie, elle n'a pas raté une opportunité technologique, elle n'a pas perdu une guerre commerciale par incompétence. Ce qui lui arrive, c'est quelque chose de bien plus difficile à combattre.
une perte de contrôle sur son propre récit. Pendant 20 ans, Dubaï a raconté une histoire. L'histoire d'une ville qui transforme le possible en réel, le désert en vertige, le vide en superlatif. Et cette histoire a fonctionné parce que le monde occidental avait envie de la croire. Parce que le luxe ostensible correspondait à ce que les voyageurs aisés voulaient projeter sur leurs réseaux sociaux. Parce que l'artificiel était assumé, voire célébré. Mais quelque chose a changé. Dans les données de comportement des voyageurs haut de gamme, une tendance de fond s'affirme depuis 2023. Le voyage de statut, celui qu'on fait pour être vu à Dubaï, cède du terrain au voyage de sens. La recherche d'authenticité, de connexion avec la nature, d'expériences culturelles irremplaçables. Des destinations comme les Maldives, Bali, les îles grecques, la Patagonie, des endroits qui offrent quelque chose que Dubaï peut architecturalement pas offrir. Une raison d'y aller qui n'est pas l'hôtel lui-même. Et c'est là que réside le vrai twist. Ce qui menace Dubaï sur le long terme, c'est pas l'Arabie Saoudite, c'est la fin de l'époque du voyage ostentatoire comme aspiration dominante. Le monde a changé. Et Dubaï, extraordinairement habile à s'adapter à presque tout, fait face pour la première fois à un changement qu'on peut pas acheter avec un nouveau gratte-ciel ou une nouvelle attraction à 1 milliard de dollars. La ville peut se relever de la crise de mars 2026. Elle l'a déjà fait avant. La résilience des Émirats est réelle, documentée, impressionnante. Mais le Dubaï d'après, il sera probablement pas le même que celui d'avant. Et c'est peut-être, au final, ce dont elle avait besoin. La question maintenant, c'est plus de savoir si Dubaï peut survivre à cette crise. C'est de savoir ce qu'elle choisira de devenir. Une ville qui continue de vendre le même rêve à une clientèle de plus en plus restreinte. Ou une ville qui se réinvente, encore une fois, en comprenant que le monde change et que les voyageurs de demain veulent autre chose que de l'or plaqué sur du béton. Dubaï a construit le plus haut, le plus grand, le plus cher. Ce qui lui reste à construire, c'est peut-être le plus vrai. Si cette analyse vous a appris quelque chose sur ce qui se passe vraiment derrière les façades dorées du Golfe, balancez un like, ça prend 2 secondes et ça nous aide vraiment à continuer ce genre de contenu. Abonnez-vous pour pas manquer ce qu'on prépare ensuite et dites-nous en commentaire, selon vous, Dubaï peut vraiment se réinventer ou c'est qu'une question de temps avant que la carte se retourne définitivement ?